option. Mes parents sont fonctionnaires, mon frère l'est aussi. Ma famille, pour elle, ça a toujours été CDI égale sécurité. Et pour moi, de ce fait aussi, puisque j'avais été éduquée comme ça. Je me suis lancée après mon BTS directement dans la banque de nombreuses années, donc de mes 21 ans à mes 27 ans, à peu près, dans ces eaux-là. J'ai travaillé un an en tant que salariée avec mon compagnon dans une cave. Cette décision n'a pas été du tout la bienvenue de la part de ma famille. Il m'a dit que je faisais une erreur de quitter un CDI dans la banque. Voilà, j'avais un bon statut, gestionnaire des particuliers. Donc c'est un petit risque en soi, surtout que je venais d'avoir un enfant. Je me suis lancée quand même, je me suis plantée. L'échec, l'erreur fait partie de la réussite, ou du moins du cheminement vers la réussite. Si j'avais pas dans ma tête la sécurité de me dire je vais travailler avec mon compagnon, me mettre à fond dans mon entreprise de photographie, j'aurais pas eu les coronesses d'aller 100% en auto-entrepreneuriat. Là, j'ai vu que ça marchait vraiment et que en fait, je m'épanouissais déjà plus étant mon propre patron finalement. L'échec, c'est jamais agréable. Hein. Moi, j'ai arrêté, je m'y plaisais beaucoup avec mon compagnon. Pour ceux qui connaissent un petit peu les familles de paysans, j'avais une personne en particulier dans sa famille qui m'a mené la vie dure pour que je ne reste pas dans l'entreprise. Je n'en veux pas du tout à cette personne parce que je sais qu'elle a une pathologie, qu'elle se fait suivre, etc. Mais c'est vrai que du coup pour moi ça n'a pas été facile. En ce même temps, du coup, mon entreprise à moi s'est vraiment bien développée, beaucoup de retours positifs, ce qui est trop cool et ce qui a permis là en octobre 5 de me lancer 100% dans l'auto-entrepreneuriat. Cas de figure, j'ai mis du temps à me lancer à 100%. J'ai d'abord fait un bilan de compétences. Mon chemin s'est fait petit à petit parce que j'avais encore ces peurs ancrées en moi, en auto, de les fluctuations de salaire, etc. Surtout que je suis quelqu'un de très dépensier. Donc ça apprend un petit peu à se calmer aussi à ce niveau-là. Et c'est intéressant parce que là, du coup, je vais vous interviewer Ilona, qui est pas mal connue sur les réseaux sociaux. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à la suivre. Elle est make-up artiste talentueuse. Elle est mon amie et elle est incroyable. Et je voulais avoir son retour sur son parcours parce qu'elle, pour le coup, elle n'a jamais été salariée. Elle a toujours été dans l'auto-entrepreneuriat. Donc, je trouve ça intéressant aussi d'avoir son point de vue à elle. Et voilà. Coucou Ilo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Ilona Cavallini, je suis maquilleuse et coiffeuse professionnelle pour tout ce qui est mariage, mais aussi shooting photo, tournage pour les campagnes publicitaires des marques par exemple, ce genre de choses. Je donne aussi des formations, je suis un peu sur tous les fronts, voilà. Je fais aussi de l'artistique, voilà, je fais pas mal de choses. Donc comment es-tu devenue make-up artiste et influenceuse? Ça fait maintenant, je crois, 7 ou 8 ans que je suis make-up artiste. Je me suis lancée d'abord en bac professionnel esthétique qui n'est absolument aucun rapport avec le maquillage, honnêtement. Si vous voulez faire du maquillage, il ne faut absolument pas passer par là. Ça m'a permis d'entrevoir un tout petit peu la porte du maquillage, mais sans trop toucher le terrain, parce que du coup, l'esthétique n'a strictement aucun rapport. C'est plutôt des soins, ce genre de choses. Au niveau du maquillage, c'est très vieillot, donc pour le coup, c'est pas la bonne porte. Mais j'ai entrevu la chose et du coup, je me suis lancée pour faire un test dans une école de maquillage et voir si réellement ça me plaisait. Je commençais un peu à me maquiller, moi, de mon côté, dans ma chambre. Quand j'avais 15 ans, je faisais un maquillage un peu farfelu pour le coup. Stage dans cette école qui était l'école Sophie Lecomte, c'est une école de maquillage professionnel sur Aix. Et j'ai trop aimé. Et après, je me suis inscrite à la suite de l'obtention de mon bac. Ok, ça a pété pour toi pendant le confinement, non? Pour TikTok, etc. C'est ça, exactement. Du coup, j'ai fait mon école, j'ai été diplômée et après, rapidement, j'ai été prise dans un studio de photographie où j'étais maquilleuse. Et en même temps, je faisais mes petites vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Je faisais mon maquillage artistique que j'avais pas du tout l'occasion de faire avec les clients que je maquille au studio. Et c'est là que ça a commencé un peu plus à marcher pour moi parce que j'ai commencé à avoir des vues, les gens ont commencé à avoir mon travail
Et, ça a bien pris, quoi. Trop bien. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu t'es dit c'est bon, je me lance, je veux être auto-entrepreneur ou est-ce que c'était la voie basique Je me suis jamais dit je veux être auto-entrepreneur. Je voulais être maquilleuse, mais je savais pas comment on était maquilleuse. Je savais pas qu'il fallait être forcément auto-entrepreneur. Je savais pas en fait quel statut il fallait, même s'il fallait un statut. Enfin, j'étais pas au courant de ce genre de choses. Et c'est tout simplement mes parents qui m'ont dit que pour faire ce genre de métier, il fallait être soit auto-entrepreneur, soit intermittent du spectacle. Donc là, on s'est renseigné pour savoir lequel était le plus avantageux en termes de statut juridique. Et pour le coup, pour ce que je voulais faire, c'est-à-dire être un peu sur tous les fronts, être sur le terrain, être aussi dans le shooting photo, mais aussi pour des particuliers, pour des entreprises, pour beaucoup de clients finalement divers et variés, il fallait plutôt être en auto-entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est très simple de s'inscrire en auto-entreprise, il n'y a pas forcément de conditions à remplir, et c'est aussi un statut qui est assez simple pour se lancer, quoi. Et tes parents, ils t'ont toujours soutenu dans cette démarche ou... Oui, toujours, parce que mes parents, c'est des artistes aussi. Mon père est musicien, donc forcément, on a la fibre artistique à la maison. Et c'était assez facile de compréhension pour eux, quoi. Trop cool. De ton côté, est-ce que tu t'es déjà dit peut-être qu'un job de salarié serait plus simple ? Carrément. Carrément. Un job de salarié, ça peut être vachement plus simple. Mais est-ce que tu as vraiment passé le pas ou genre tu t'es dit... moi, j'ai jamais été salariée pour le coup, je ne sais pas ce que ça peut être et ce que ça peut représenter, hormis chez les autres, côtoyer des gens qui le sont, mais je ne l'ai jamais été pour le coup. Et je pense que ça m'attire vraiment pas. Okay. Tout simplement d'avoir des horaires imposés, d'avoir un patron, il y a plein de... L'enfer finalement. Ouais, il y a plein de problématiques que moi je n'ai pas pour le coup, mais en même temps il y a la stabilité financière qui est vraiment quelque chose d'important à pas négliger, quoi. Et que moi je n'ai pas dans mon métier forcément, même si ça marche très bien et que pour l'instant j'ai pas à me plaindre. Ouais. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais avoir, quoi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui a peur de perdre la stabilité du salariat ? Si je devrais donner un conseil, c'est peut-être de faire les choses progressivement. Si tu es salarié, de commencer avec quelque chose où tu fais un 25 heures plutôt qu'un 35 et de petit à petit réduire tes heures d'un salarié classique et en même temps garder le temps à profit pour développer ton entreprise. C'est ce que j'ai fait. Voilà, de ton côté, c'est la meilleure des options, moi je trouve. C'est-à-dire que comme ça, tu gardes ta stabilité, mais en même temps tu essayes d'avoir des bonnes retombées de l'autre côté et commencer à développer ton entreprise pour pas partir de zéro et tout avoir à faire en fait, tout simplement. Ouais, alors il y a un inconvénient là-dedans. Maintenant je suis 100% en auto. Ouais. J'ai pas le droit aux aides. En gros, quand tu arrêtes le salariat et que tu te lances en auto-entrepreneur, tu as le droit à des aides pour t'aider à débuter, tu vois. Ok. Dans ton truc. Et là, tu as droit à Pinus. Ouais. Ouais, forcément, ça comprend toujours des risques. Ouais. Mais après, au niveau stabilité, du coup, ça met... Enfin, au niveau psychologique, ça met moins un coup, ouais. Oui, voilà. C'est déjà plus facile, je pense, de passer le cap, quoi. Comment tu structures tes journées pour rester productive sans patron au-dessus de toi ? La question qui fâche, mais ça, c'est super compliqué. Je pense que Est-ce que tu es organisée, genre ? Je suis pas quelqu'un d'organisé de base. Ouais, je suis pas quelqu'un de très organisé de base, mais j'essaye de l'être. C'est-à-dire que déjà, au moins tous les lundis, en général, j'essaie de faire mon planning pour la semaine. Comme ça me permet de vraiment avoir quelque chose et une marche à suivre, d'avoir quelque chose qui m'oblige. Même s'il n'y a personne au-dessus qui va me contrôler, etc. Je trouve que ça permet d'avoir un cadre, même un tout petit peu. Le petit point que je voulais ajouter et qui me semblait primordial, c'est de savoir bien s'entourer. Dans la vie perso comme dans le pro, si vous avez des gens qui vous tirent vers le bas, qui ne croient pas en vos projets, ou qui sont tout simplement pas là, ça va vous freiner. Après, c'est à vous aussi de vous mettre, que ce soit dans le salariat ou dans l'auto-entrepreneuriat, de vous écouter vous en fait. Si vous ne vous sentez pas bien à un endroit, quittez-le. Ok, on ne sait pas si l'herbe est plus verte ailleurs. Si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, vous changerez.
Voilà, c'est pas définitif. Voilà, moi j'ai eu plusieurs échecs, la banque, le vin, même si voilà, c'est pas 100% exclu que un jour je ne retournerai pas voilà, travailler avec mon compagnon. L'entourage joue un rôle primordial sur votre santé mentale et sur vos décisions. Si vous avez 10 personnes qui vous disent c'est pas bien ce que tu fais, quand même c'est risqué, etc. Moi je veux dire, il n'y a aucune personne, mis à part mon compagnon, qui m'a dit c'est bien que tu quittes la banque. Alors que je m'en rendais malade. Je veux dire, j'avais des troubles du comportement alimentaire depuis des années qui se sont pratiquement complètement dissipés quand j'ai arrêté la banque. Il y a un lien de cause à effet que je n'avais même pas fait dans ma tête en fait. Donc c'est super important, on passe 80% de notre temps au travail, donc autant qu'il nous plaise. Et si vous êtes en auto et que vous avez des bonnes idées, que vous êtes, on vous apprécie dans ce que vous faites, attendez-vous à être copié. Faites attention à qui vous dites vos projets. Les amis, voilà, on met le casse perso, amis, le pro, c'est le pro. Des gens de chez moi qui sont venus montrer leur travail en disant ben, regarde, moi je suis moins chère, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, à des clients à moi. Et il n'y en a pas eu. Ça m'a vachement fait de peine, puis je me suis dit en fait, c'est que je dois avoir vraiment du talent pour que ces personnes-là essayent de me voler mon job, quoi, ou me prennent mes idées. Je dois vraiment être quelqu'un. Parce que des fois, on a aussi ce syndrome de l'imposteur où on se dit mais qui je suis moi? T'es qui toi? Ben je suis pas Mélanie. Mes esprits, je me dis meuf, s'il y a des gens autant inspirants qu'ils ont chez Maison Loup, ils ont une belle d'entreprise, ils sont incroyables. Qui je suis moi pour qu'ils veuillent travailler avec moi? Ben, en fait, peut-être que mon travail est qualitatif. Tout ça pour dire, faites attention à votre entourage, prenez des gens qui vous tirent vers le haut, qui ne vous jalousent pas, et faites attention à vous. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cet épisode vous aura plu.